Quand même. Bien, monsieur le Premier adjoint, mes chers collègues, je n'avais pas nécessairement prévu de prendre la parole sur ce rapport, mais je voudrais quand même y apporter un peu mon analyse un peu plus politique après celle littéraire de notre collègue Jean-Michel Turc. Au début de l'histoire, pour conquérir cette ville, il y a eu le printemps marseillais. Le printemps marseillais qui a été théorisé par une étude que j'ai lue dans l'Institut Jean Jaurès, portée par Madame Fortin, et qui était résumée par déterminés, nombreux, époulés. C'était une version, une analyse de Popovitch, puisque c'est Popovitch qui inspire manifestement les grands penseurs du printemps marseillais. Et cette analyse, c'était que bien, finalement, on se rassemblait, on était déterminés, plus on était déterminés, plus on était rassemblés, et on terminait la soirée avec un petit peu de poulet, eh bien, on pouvait gagner les élections. Ce qui nous a manqué, c'est que nous, on a fait la soirée pizza. Mais ce qui me surprend, et en tous les cas ce que je constate dans l'initiative qui est la vôtre aujourd'hui, c'est que après avoir fait les soirées déterminées, nombreux, époulés pour gagner, maintenant pour poursuivre et pour continuer à écrire cette belle histoire, on nous propose la soirée déterminée, nombreux et quinoa. Parce que finalement, c'est un peu ce que vous nous suggérez ce matin. C'est effectivement le fait de continuer ce qui a été et ce que vous souhaitez, ce que vous considérez être comme l'histoire du printemps marseillais. Parce que l'histoire du printemps marseillais, ben c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une belle romance, et il faut continuer. Alors c'est pas du Popovitch, c'est du Fugain, désolé. On n'est pas dans la même catégorie, je veux bien le reconnaître, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'histoire commencée soit à tout prix une belle histoire, quitte quelquefois à tordre un peu la réalité des choses. Alors il faut que ce soit une belle histoire pour l'élection. Il faut que ce soit une belle histoire pour l'été marseillais. Il fallait que l'été marseillais réussisse. Donc, on a fait un certain nombre d'annonces. Vous avez fait un certain nombre d'annonces et nous y reviendrons tout au long de notre conseil municipal. Il fallait que l'automne marseillais soit réussi, que la rentrée soit réussie. Et donc, il fallait, pour qu'elle soit réussie, eh bien effectivement, qu'on explique qu'elle était extraordinairement, alors que ce que nous constatons les uns et les autres, c'est que c'est une catastrophe, et je suis bien désolé de devoir le dire. Et puis, il a fallu que vous ayez donc ce conseil municipal pour montrer là aussi que l'histoire, la belle histoire, le récit, le beau récit, eh bien, puisse se continuer. Et ce beau récit, eh bien, c'est par les délibérations que vous nous présentez. Alors, les délibérations qui sont des délibérations sur lesquelles nous nous retrouvons tous, sur la santé, sur la recherche, sur l'enseignement supérieur, bien sûr. Et puis, il y a des délibérations qui commencent à marquer ce que sont et ce que va être, ou vont être, vos orientations politiques. C'est-à-dire, justement, cette fibre et cette orientation beaucoup plus marquée sur cette démocratie participative qui, pour vous, est la seule démocratie qui vaille, parce que la démocratie représentative ne vous convient pas. Et donc, il faut une démocratie participative qui vienne concurrencer la démocratie représentative. Il faut des assemblées qui viennent concurrencer les assemblées au sein desquelles les uns et les autres, nous avons légitimement et légalement été élus. Il faut des assemblées qui viennent en quelque sorte tracer un certain nombre de perspectives pour soi-disant, vous aider justement à accomplir votre programme électoral. Alors aujourd'hui, on est sur ces deux institutions, des missions de préfiguration, et Jean-Michel Turc l'a fort bien dit, c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas tout à fait les contours, on ne sait pas très bien comment vous comptez la composer, on ne sait pas très bien comment vous comptez les désigner, ces personnes qui siégeront au sein de ces assemblées. Vous vous inspirez de ce qui existe par ailleurs. Vous êtes allé chercher des exemples à Nice, à Paris, à Bruxelles, bref, pour voir un peu, et puis toutes celles qui vont se développer dans d'autres communes que vous avez les uns et les autres gagnées.
Et quand on y regarde de près, on s'aperçoit qu'au final, j'ai regardé un peu le Conseil de la transition écologique de Nancy pour voir un peu quand même, parce qu'il y a tellement d'hybridation dans tout ça qu'il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et la grande surprise de constater que, alors effectivement, hein, ça se réunit, ça débat, ça crée des grandes perspectives sur le moyen et long terme, d'ailleurs, moyen et long terme, assez peu sur le court terme, soit dit en passant, moyen et long terme, mais tout de suite se pose un sujet. Tout de suite se pose un sujet, c'est comment finance-t-on cette phosphorescence intellectuelle? Comment arrivons-nous à faire en sorte que les idées qui vont émerger, et je sais qu'elles vont être nombreuses, parce que le talent des Marseillais dans ce domaine est prolixe. Et donc, oui, vous allez avoir un certain nombre de propositions, vous allez avoir un certain nombre de caps, mais moi la question que je me pose, et que nous nous posons, c'est comment vous allez financer tout cela. Parce que quand je vois déjà que vous commencez un certain nombre de recrutements qui à chaque fois ont des coûts, à chaque fois ont des conséquences sur la masse salariale, et on y reviendra tout à l'heure. Quand je vois toutes les annonces d'intention que vous faites, c'est bien normal, parce qu'après 3 mois où on espérait, quand on a attendu 25 ans pour devenir maire de Marseille ou premier adjoint au maire de Marseille, on pouvait espérer que les 3 premiers mois, les fameux 90 jours, vous savez, ces 90 jours où il y a un état de grâce. Alors, je reconnais que pour certains d'entre vous, ça a été un état de lévitation. L'état de grâce, on l'a beaucoup moins vu. Mais dans ces 90 jours, on aurait pu espérer des mesures fortes, des mesures stratégiques. On a eu du mal à les avoir. Suppression des barrières autour de l'hôtel de ville, interdiction de fumer sur les plages. Bon, des choses qui sont de l'ordre du symbolique, mais enfin, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer lorsqu'on gagne la 2e ville de France. Alors, ce conseil municipal, ça y est, on y va. Paf! On y a droit, on a toute une série de délibérations, des délibérations qui montrent justement une intention. Elles sont sans doute louables, et je vous fais encore le crédit qu'elles le sont. Mais je suis là aussi intimement convaincu que c'est typiquement ce qui incarne en quelque sorte, ce qui a été la grande, excusez-moi du terme, je sais que ça va malheureusement irriter quelques-uns d'entre vous, mais ce qui incarne à mon sens la grande désillusion, voire supercherie du printemps marseillais. C'est-à-dire que vous adorez manier les concepts, vous adorez manier quelquefois aussi un peu les consciences, ça fait partie notamment des grandes politiques d'extrême gauche. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, nous ne voyons rien qui ne soit de nature à nous rassurer, au contraire, ça nous inquiète beaucoup. Et ce que nous voyons, c'est que maintenant, nous attendons tous et toutes, comme on peut le voir dans d'autres grandes villes de France, des réponses très concrètes aux véritables enjeux des Marseillaises et des Marseillais. Et donc, ce ne sont pas avec les conseils de transition énergétique ou les transitions écologiques ou avec les assemblées citoyennes que vous nous rassurerez. Ce que les Marseillaises et les Marseillais attendent de vous, monsieur le premier adjoint, c'est justement maintenant une politique concrète, pragmatique et qui s'intéresse réellement aux soucis des Marseillaises et des Marseillais. Monsieur Royer-Perrault.